Il est un lieu en Bretagne où même les orgues parlent la langue de Shakespeare. Comme j'aime à dire, chaque orgue a l'accent de son pays. Les orgues anglais sont particulièrement faits pour soutenir les chants. La tradition chorale est très très forte en Angleterre, beaucoup plus forte qu'en France, tout du moins dans la liturgie. Depuis le 19e siècle, Dinard la Sélecte doit sa renommée internationale à l'influence d'irréductibles Anglais. Grâce à eux, ce modeste village de pêcheurs est devenu la station balnéaire la plus huppée de la côte bretonne. D'Édouard VII à Hugh Grant, en passant par Laurence d'Arabie et Winston Churchill, tous les sujets de Sa Majesté ont parcouru ces côtes sauvages et escarpées. Un entre-soi so chic qui lance les modes les plus guindés. De l'élégante silhouette de leur villa au gazon verdoyant de leur green, jusqu'à la mythique célébration de l'heure du thé. Hello everybody. Hello. Nice cup of tea. Oh, lovely. We have a Linfield tea today. Dinard possède le deuxième terrain de golf de France, grâce aux Anglais. Le premier club de tennis, grâce aux Anglais. Et un club hippique, un club de voile. Les racines sont bien profondes, ils ont tant apporté. Aujourd'hui, c'est un véritable petit paradis. Sur la rive ouest de la Rance, au milieu du 19e siècle, la ville de Dinard n'existe pas encore. Elle est un quartier de pêcheurs de Saint-Énogat, situé en face de Saint-Malo. Avec la devise « Ni français ni breton, Malouin suit », les habitants aiment ainsi rappeler que leurs ennemis préférés sont les Anglais. Les premiers découvreurs de Dinard étaient les consuls anglais de Saint-Malo, qui séjournaient ici dans l'ancien prieuré des Trinitaires, qui est un prieuré construit au début du XIVe siècle et qui a été transformé en maison d'habitation. Et on peut imaginer l'environnement à cette époque avec des petites plages, des criques escarpées, donc vraiment un paysage très préservé et très pittoresque qui va beaucoup plaire donc à ces premiers Anglais qui s'installeront à Dinard. Le destin de cette baie de la Côte d'Émeraude se trouve changé à jamais lorsqu'en été 1852, une famille de l'aristocratie anglaise débarque, plage du Prieuré. La famille Faber. Fiona Faber va séjourner un été à Dinard, va tomber sous le charme en fait de la station balnéaire naissante et elle va petit à petit construire des premières villas, la villa Sainte-Catherine et d'autres villas qui seront louées ou vendues à d'autres Anglais. Devenue veuve, Fiona Faber se lance corps et âme dans son projet. Sous son impulsion, un quartier entier sort de terre. Elle fait venir son architecte et les matériaux de construction depuis l'île anglo-normande de Jersey. En quelques années, le visage de la pointe du Moulinet se modifie et les demeures cossues remplacent les vieilles maisons au toit de chaume. Des instants que l'aristocratie immortalise sur plaque argentique. Elle et son fils étaient photographes amateurs, ce qui était assez rare dans les années 1850. Et du coup, nous avons la chance d'avoir un album photographique des années 1850-1856 à Dinard qui nous montre la station balnéaire avant son développement, dont elle était quasiment vierge de toute construction. Les Anglais ont eu une influence très importante à Dinard dans l'architecture. Donc on va développer des beaux windows totalement british, des fenêtres à guillotine et on dira d'ailleurs que dans l'architecture balnéaire, il y a more glass than wall, c'est-à-dire plus de fenêtres que de murs. Face à l'enchevêtrement de villas, un colonel anglais se serait exclamé « Quel bric-à-brac !» Une expression qui donne aujourd'hui son nom au quartier. Sur cette pointe au relief à pic, toutes les prouesses architecturales semblent permises. L'une des plus surprenantes est la Villa Lagarde. Construite en 1897 pour le négociant de cognac Jacques Hennessy, elle est la réplique d'un château médiéval anglais. Pour l'architecture de cette ville-là, il s'est inspiré du style Tudor, un style moyenâgeux anglais. Alors ça se voit en fait avec l'utilisation du faux pont de bois, avec ce mur de clôture qui reprend en fait
l'architecture défensive des châteaux forts avec les créneaux et les merlons. Et nous avons aussi une succession de mâchicoulis, évidemment de faux mâchicoulis, qui font aussi penser aux châteaux forts. L'intérieur est articulé autour d'un vaste hall central distribuant les différents espaces. Un mode de vie fastueux, privilégié, consacré au divertissement et à l'oisiveté. En quelques décennies, la communauté anglo-saxonne s'agrandit. Sur un terrain légué par la famille Faber, on entreprend la construction d'une église anglicane terminée en 1870 avec l'aide financière des fidèles. L'église Saint-Bartholomew est depuis le lieu de rassemblement des Britanniques de toute la région. Dès le début, ils avaient besoin d'un lieu pour pratiquer leur culte. Comme tout le monde, nous mourons. Et comme tout le monde, nous nous marions. Donc il est nécessaire d'avoir un endroit pour les funérailles et pour les mariages. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui une grosse partie de notre activité. Cet endroit est primordial pour les gens qui vivent loin de leurs racines. Mais surtout, cela nous soude et donne un sentiment réel d'amitié. Les dimanches à l'église, nous pouvons accueillir entre 40 et 50 personnes. Les cérémonies s'y déroulent en anglais, au son d'hymnes immuables, accompagnés par un orgue en bois décoré qui date de 1894. La première chose, et qui marque beaucoup à la fois les fidèles, les visiteurs, c'est la façade, les tuyaux peints. Cet orgue-là, il a été construit spécialement pour cette église. Tout ici est vraiment britannique, que ce soit dans l'architecture, architecture néo-gothique. Ensuite, vous avez une chose qui marque beaucoup les gens, qui sont les coussins. Ces coussins brodés, chacun a une histoire d'ailleurs, hein. Ils ont été offerts par des paroissiens en mémoire de telle ou telle personne. Ils ont été brodés par telle ou telle personne, c'est écrit en général derrière les coussins. Ces coussins de conception typiquement anglaise assurent le confort des fidèles qui s'agenouillent pendant les prières. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les Anglais délaissent peu à peu la station balnéaire qui prend le nom de Dinard en 1921. C'est dans les années 20 qu'un vent nouveau venu d'outre-Manche souffle sur la cité bretonne. Il porte le nom de Moselle Sassoon. Issue d'une grande famille de négociants juifs de Bombay, elle cherche un terrain capable d'accueillir ses influentes connaissances lors de garden parties distinguées qui assoient rapidement la notoriété des lieux. Et c'est sur ce domaine, alors évidemment dans une très belle position, un peu en hauteur et avec la vue sur la Grève et sur Saint-Malo, bien entendu, c'est choisi, qu'elle construit son château d'agrément, qui est un château d'été. L'hiver, elle est à Londres. Elle vient ici pour la saison d'été. Mais ce qui est original ici, c'est qu'elle n'a pas voulu faire une villa de bord de mer. Comme il y en a tant, elle a voulu faire un grand domaine, comme ce que l'on appelle le parc anglais, qui est à la fois la demeure de plaisance et puis les terres avec leurs exploitations autour. Moselle Sassoon agrémente son immense jardin d'une roseraie, d'écuries et de métairies cultivées par ses domestiques. Dans ce cadre de vie idyllique, elle reçoit notamment le futur Premier ministre Winston Churchill. Mais son destin bascule avec le deuxième conflit mondial. La propriété a été réquisitionnée par les Allemands en 1940, bien sûr. C'est pas comme toutes les propriétés de bord de mer. En plus, c'était une propriété d'ennemis, anglaise, juive en plus. Alors là, ça faisait beaucoup. Donc ça a été réquisitionné tout de suite. Et les Allemands l'ont occupé. La tragédie du château Sassoon, c'est le 28 mars 1942. Puisque un grave incendie s'est déclaré dans les parties hautes. Et tout le deuxième étage a brûlé. L'incendie accélère le triste dénouement. Miss Sassoon revend son château et ne revient jamais à Dinard. Le domaine est aujourd'hui la promenade incontournable des Dinardais qui souhaitent se mettre au vert. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vagues successives d'urbanisation ont parfois défiguré les côtes françaises. Dinard, elle, reste intacte, préservée, fière de son mode de vie à l'anglaise.
Les Britanniques initient les Français au tennis et fondent en plein centre-ville le tout premier club de France en 1879, le Dinard Lawn Tennis Club, joué sur gazon, comme à Wimbledon. Mais l'emblème suprême de l'English Touch reste le golf. Pour s'établir dans la parfaite tradition héritée de ce sport venu d'Écosse où les terrains côtoient la mer, les Anglais s'installent sur la commune de Saint-Briac, quelques kilomètres à l'ouest de Dinard. C'est un sport de respect. On respecte la nature, on respecte le terrain, on respecte les autres. On ne bouge pas quand les autres jouent, on ne parle pas, on les regarde. Le respect des règles. Les Anglais sont quand même assez disciplinés. Ils ont beaucoup de fantaisie, mais ils sont très respectueux des règles. Ces règles sont inchangées depuis des siècles. Rentrer une balle dans un parcours de 18 trous avec le moins de coups possible. Le tout avec style. Le principe est très simple. Le concept est de rester très calme. C'est les mains qui bougent. Tu tournes, tu tapes. Donc ça, c'est un lob. Je vais faire juste pour un... Quand tu rentres au clubhouse, ça c'est une vieille tradition aussi d'Écossais. Tu rentres au club et anglais aussi. Tu rentres au clubhouse et tu profites, tu parles, tu discutes de ton journée, de ton match, de ton jeu. Pas trop, parce qu'il y a limite. Mais ça, mes racines écossaises sont encore vivantes ici. Et c'est un grand plaisir. Ça saute aux yeux, il y a cet esprit britannique qui est là, il y a cette moquette écossaise, ces coupes, ces vitrines. Et on a voulu conserver ça parce que, je ne sais pas, on leur doit quand même cet endroit. Dans ce havre de paix feutré, les liens franco-britanniques semblent inébranlables. Une association est à l'origine du jumelage de Dinard avec la ville de Newquay en Cornouailles. Elle propose à la population de se retrouver lors de round tables. Depuis quelque temps, un sujet anime toutes les discussions. Nous sommes venus ici parce que nous adorons l'endroit. Cela me rappelle chez moi dans le Devon et en Cornouailles. Le problème en Angleterre, en ce moment, c'est que ça devient n'importe quoi. Tout est difficile, le prix des maisons est astronomique, le service national de santé part à volo, et le pays a signé ce stupide Brexit. La France est un si joli pays. Nous continuons à développer l'amitié franco-britannique. Et c'est d'autant plus important, justement, de le faire actuellement pour essayer de surmonter les difficultés qui sont liées au Brexit. Regardez ce qui s'est passé au travers des siècles. Nous sommes des voisins, on a toujours réussi à s'entendre et à dominer. Il y a beaucoup battu. Il y a beaucoup battu. Ce que la guerre n'a pas pu faire, c'est la paix qui le fait. Mais il faut toujours travailler sur la paix, sur l'amitié entre les peuples. Il faut dépasser tout ça, justement. Chaque automne, le Festival du film britannique célèbre cette culture qui fait maintenant partie de l'ADN de tous les Dinardais. On y décerne les Hitchcock d'or, l'occasion pour la cité d'entretenir ses légendes urbaines. L'une d'entre elles raconte que la ville aurait inspiré l'un des chefs-d'œuvre du réalisateur anglais. Une demeure à la silhouette familière, mais ça, c'est une autre histoire.